Dans le parcours initiatique de notre reporter favori, Tintin en Amérique représente définitivement le refus de l'appel, c'est-à-dire l'étape où le héros insiste pour rester dans son monde ordinaire, malgré l'appel de l'aventure qu'il a reçu. Ce que cela signifie au sein des aventures de Tintin, qui ont commencé par présenter le reporter comme un héros d'action, c'est que Tintin résiste maintenant à sa transformation progressive en aventurier. Dans The Anatomy of Genres, John Truby affirme que le genre de l'action est une excroissance du western qui représente le mythe fondateur de l'Amérique. À ce sujet, permettez-moi de faire mon William Somerset. Comme je l'ai déjà expliqué au début de ma série d'essais vidéo sur Star Trek, le Far West remplit effectivement la fonction de mythe fondateur pour les États-Unis. Or, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Truby pour dire que l'action est une excroissance du western. Certes, on peut dire que c'est vrai en ce qui concerne l'action au cinéma, puisque le premier film d'action fut effectivement un western. Mais du côté de la littérature, Martin Burgess Green associe le deuxième type de récit d'aventure au roman Les Trois Mousquetaires, qui sert selon lui de mythe fondateur à la France et par extension à tous les autres États-nations, tandis que le mythe de la frontière appartient au troisième type de récit d'aventure. A town built around a railroad. You could make a fortune, huh? Bien sûr, en faisant stratégiquement usage de l'adjectif « moderne », la formulation de Truby est juste assez vague pour lui permettre de commencer l'histoire des genres avec le cinéma américain. Et on sait à quel point les Américains aiment être les premiers. De mon côté, je dois avouer ne jamais avoir particulièrement aimé les westerns américains, ayant plutôt grandi avec la version beaucoup moins manichéenne des Italiens. Mais là où Truby réalise un coup de maître, c'est en faisant immédiatement suivre son chapitre sur le western par celui du gangster et d'expliquer en quoi l'un est la suite de l'autre. Là où le western raconte la création des États-Unis horizontalement grâce à la figure du cowboy qui construit la civilisation en allant vers l'ouest, le gangster est un genre vertical qui raconte la corruption du rêve américain à travers l'ascension puis la chute d'un criminel au sein de cette dite civilisation. For us to live any other way was nuts. To us, those goody-good people who worked shitty jobs for bum paychecks and took the subway to work every day, worried about their bills, were dead. And they were suckers. They had no balls. If we wanted something, we just took it. Autrement dit, alors que le western spaghetti ne cache pas et met même de l'avant son côté obscur, le western américain, avec son cowboy au cœur pur, trouve son côté obscur dans le film de gangster. Starring Paul Muni as Scarface. Or, cette filiation entre le western et le gangster n'est pas apparue avec Truby. Le plus grand réalisateur de western spaghetti lui-même, Sergio Leone, nous a offert comme œuvre ultime avant sa mort Once Upon a Time in America, un film qui s'inscrit comme Once Upon a Time in the West dans son rêve de porter à l'écran le mythe américain dans sa totalité. Et bien sûr, avant même Sergio Leone, il y avait Tintin en Amérique. Eh bien, Milou, qu'en penses-tu? Dans cet album, Tintin ne devient pas un cow-boy pour fuir la civilisation ou pour attraper les criminels qui veulent empêcher la création de la civilisation, il devient un cow-boy pour rattraper le criminel que la civilisation a créé dans son insatiable soif de profit, le gangster. J'aime pas que ce Tintin vienne fourrer son nez dans nos affaires. C'est un adversaire redoutable, c'est pas bon pour le business. Et c'est à cause du gangster que Tintin et les Premières Nations se retrouvent malgré eux à jouer les rôles que leur impose la culture américaine. Autrement dit, Tintin n'est pas confronté à une représentation honnête des Premières Nations, mais à la représentation fabriquée des Premières Nations par une Amérique qui ment à propos de son histoire. En effet, les natifs américains ne s'en prennent à Tintin que parce que le gangster qu'il poursuit leur ment sur les intentions du reporter. Too bad the Jovitos don't know you the way I do, Belloc. Yes, too bad. You could warn them. If only you spoke Jovitos. Là où Hergé se montre maladroit, c'est lorsqu'il fait dire à Tintin que, de nos jours, les natifs américains sont pacifiques. Et peut-être que la série animée des années 90 a bien fait de couper cette partie de l'intrigue, mais ce faisant, on a également coupé un des moments les plus forts, non seulement de l'album, mais de toutes les aventures de Tintin. Celui qui nous montre ce qu'il en a coûté aux Premières Nations de croire aux mensonges de l'Amérique capitaliste. Je ne vois pas qui serait assez méchant pour leur jouer un tour pareil. Après que Tintin ait refusé de vendre à des hommes d'affaires le puits de pétrole qu'il vient de découvrir parce qu'il considère, et avec raison, que celui-ci appartient aux Premières Nations, les mêmes hommes d'affaires offrent aux natifs américains une fraction de ce qu'ils avaient offert à Tintin avant de les chasser de leur territoire pour construire une banque en à peine 3 cases on ne peut plus évocatrice.
Peut-être que si l'on comprend mal de quel côté se situe Hergé dans cette histoire, cela signifie qu'il faut revoir notre façon de consommer la littérature. Bien sûr que la représentation des Premières Nations relève ici de la caricature, mais les Américains ne sont pas en reste. Chez Hergé sont transformés en caricature à la fois les communistes et les capitalistes, les Premières Nations et les Américains, ceux-ci étant à peu près tous des criminels, des policiers corrompus, des hommes d'affaires sans scrupules ou des cow-boys racistes qui n'hésitent pas à lyncher tous les Afro-Américains qui leur passent sous la main lorsqu'un crime est commis. On disait qu'Hergé avait prédit les guerres civiles du Congo dans son album précédent, et bien le voilà déjà en train de crier Black Lives Matter dans un album qui précède ce mouvement de plusieurs décennies, une réalité que les détracteurs d'Hergé oublient souvent de mentionner. Notons également que si ceux-ci aiment traiter Hergé de raciste, ils ne sont pas pressés de nous dire que les Américains avaient forcé Hergé à retirer les personnages noirs de cet album, sous prétexte que l'on ne devait pas trouver de personnages noirs dans des livres destinés aux enfants. En revanche, le gangster noir qui a survécu à ce blanchiment dans les premières pages ne semble pas, lui, avoir eu besoin d'être remplacé par les Américains. Et en quelle année croyez-vous que les Américains ont forcé le retrait des personnages noirs de cet album? 1940? 1950? Non, 1973. En aseptisant l'album et en coupant tout ce qui pouvait provoquer un inconfort chez le public des années 90, la série animée a effacé tout ce qui rendait cet album étonnamment transgressif pour son époque. Bien sûr, si Hergé se montrait aussi critique du traitement des Américains envers les Premières Nations et les Afro-Américains, c'était encore pour sous-entendre que la Belgique traitait mieux ses colonies. Mais je vous encourage à aller écouter mon épisode sur Star Trek VI The Undiscovered Country pour comprendre en quoi les motivations derrière une bonne action ont en vérité peu d'importance. Il faut être drôlement sélectif dans notre lecture de Tintin en Amérique pour oublier que cet album présente une virulente critique du capitalisme, servant de contrepoids à celle du communisme dans Tintin au pays des Soviets. Why, Mac? Well, what can I say, Jonesy? I'm a capitalist. And I pay. S'inspirant du livre Scènes de la vie future par Georges Duhamel, Hergé décrit une Amérique où tout est faux. La justice, la viande, les haltères et les châteaux, qu'on peut voir comme un lien qu'Hergé fait entre le féodalisme et le capitalisme, et où tout est à vendre, la terre, la religion, les gens et les expériences de vie pour en faire des films. Ce que les industriels ne peuvent avoir par l'argent, ils l'obtiennent par la violence, légale ou illégale. Je vous offre 200 000 $ pour m'aider à lutter contre nos nombreux ennemis. Si vous refusez, je me verrai malheureusement obligé de vous éliminer. Le capitalisme sauvage est montré comme aussi néfaste que le socialisme, et peut-être plus, dans la mesure où, réussissant davantage, il constitue un danger pour l'Europe qui s'en inspire. Dommage, monsieur Tintin, dommage! Alors que Tintin au Congo suggérait qu'Al Capone allait être le grand adversaire de Tintin dans l'album suivant, Capone est vaincu dès le début de l'intrigue, comme pour ajouter la prémisse même de Tintin en Amérique à la liste des mensonges qui parsèment cette aventure. Enfant, je croyais naïvement que les aventures de Tintin se déroulaient à mon époque. Comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, avec Tintin au Congo, Hergé commence à créer un nouveau mythe, mais ne s'en rend compte que plus tard, et c'est au cours des réécritures qu'il modernise certains éléments de l'intrigue, en plus d'effacer toute référence à la Belgique et de créer de plus en plus de pays fictifs pour que son œuvre échappe non seulement à la géographie, mais aussi à l'histoire. Le royaume de Sildavie a été fondé au Xe siècle par Ottokar Ier. Le souverain actuel, Muscar XII, en est le descendant direct. Or, la présence d'Al Capone, seul adversaire de Tintin à avoir réellement existé, vient briser cette illusion. Et l'enfant que j'étais ne comprenait donc pas comment il était possible pour Capone d'être encore actif dans les années 90, alors que je l'avais vu se faire arrêter dans un autre film qui brouille la frontière entre le western et le film de gangster, par Elliot Ness, que vous connaissez sûrement plus en tant que l'ancien coloc d'Indiana Jones. Indy. Susie, I'd like to introduce you to my roommate, Elliot Ness. Aussitôt Capone arrêté, le focus de l'album se tourne vers Bobby Smiles, un gangster rival inspiré du véritable Bugs Moran, spécifiquement ciblé par Tintin qui s'acharne à vouloir l'attraper, et ce, peu importe le nombre de trappes secrètes dans lesquelles on le fait tomber. À Chicago, les bandes criminelles se font la guerre comme les tribus au Congo. Par conséquent, lorsque Bobby Smiles est à son tour capturé par Tintin, il est remplacé par un troisième criminel sans nom dans la BD, nommé Bugsy Kidnap dans le dessin animé. Il est 9h, je vais aller téléphoner aux hommes pour savoir si Tintin est bien au rendez-vous. Merci. Ce que Bugsy fait dans cet album s'inspire de l'affaire du bébé Lindbergh, un des crimes les plus médiatisés du 20e siècle et qui allait encore influencer d'autres œuvres par la suite. We believe the murder was committed at 1:15. What were you doing then? I was yarning with young, what's-his-name,
McQueen in his compartment. En effet, Milou se fait enlever par Bugsy, et lorsque Tintin se lance à sa recherche, il entend des cris qu'il associe à son chien en train de se faire torturer. Le sentiment d'horreur que ces cris lui inspirent se révèle être causé par ceux d'un bébé, et cette scène se lit selon Tisseron comme la découverte d'un tableau domestique. Autrement dit, si comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Tintin part à l'aventure pour fuir l'univers familial, alors ce tableau est sans doute ce qui le motive à surpasser son refus de l'appel. Do you know what a blood oath is, Mr. Ness? Yes. Good. Because you just took one. Comme Roy Neary dans Close Encounters of the Third Kind, Tintin tournera le dos non seulement à l'univers familial, mais aussi à une Amérique construite sur le mensonge. Jillian? Jillian! Dude, you'll be poisoned! Listen! There's nothing wrong with the air around here! Bien que j'ai un peu critiqué l'adaptation de cet album par la série animée des années 90, je concède cependant que son intrigue est mieux ficelée. Puisque Capone reste l'antagoniste principal jusqu'à la fin, Bobby Smiles et Bugsy Kidnap travaillant pour lui. Alors que dans la bande dessinée, Tintin et Bugsy se battaient tour à tour à l'aide d'une épée dans des scènes différentes, le dessin animé rassemble logiquement les deux scènes pour en faire un duel à l'épée dans le château, qui appartient cette fois à Capone. Et si ce dernier avait été annoncé comme antagoniste depuis Tintin au Congo, voici maintenant que Tintin en Amérique annonce subtilement qui sera le vrai génie du mal dans les prochaines aventures, celui qui sera pour Tintin ce que Moriarty est pour Sherlock Holmes, ce que l'Ombre Jaune est pour Bob Moran, ce que Blofeld est pour James Bond. Pour l'instant, Rastapopoulos n'est pas nommé, et puisque Tintin lui ne semble pas se connaître personnellement dans les cigares du pharaon, cela fait dire à certains qu'il ne s'agit pas de Rastapopoulos. Mais c'est oublier la nature intemporelle et mythologique des aventures de Tintin. Par exemple, dans l'album suivant, alors que Tintin ne connaît encore ni Haddock ni Tournesol, on nous apprend pourtant que son aventure sur la Lune avec eux a déjà eu lieu.